Un déménagement, c'est à la fois une petite mort et une petite naissance. La mort d'une ancienne vie, soigneusement rangée dans des cartons portant des inscriptions griffonnées, cuisine, livres, divers. Et la naissance d'une nouvelle vie qui sent la poussière de chantier, la peinture fraîche et quelque chose d'indéfinissable qui ressemble à de l'espoir. Pour Lucas, ce déménagement n'était pas un nouveau départ. C'était une fuite. Une fuite de l'appartement à XL où chaque recoin lui rappelait Camille. Du café où il s'asseyait le dimanche. Des rues où l'on croisait trop souvent des connaissances qui leur lancèrent des regards compatissants. Le nouvel appartement était situé à la périphérie de Bruxelles, dans un vieil immeuble en béton des années 70 à Anderlecht. Un bâtiment gris avec de longs balcons, des marquises décolorées et une entrée qui sentait le renfermer, et un vieil ascenseur. De l'extérieur, la maison avait l'air fatiguée. Mais à l'intérieur, l'appartement s'est révélé étonnamment lumineux. Les anciens locataires avaient fait des travaux de rénovation. Des murs blancs, du stratifié clair. De nouvelles fenêtres en plastique. Et surtout, une immense fenêtre dans le salon qui occupait presque tout le mur. C'est elle qui a été le facteur décisif. Lucas a placé son bureau juste devant la baie vitrée. « Je vais regarder la vie passer », a-t-il pensé avec un sourire amer. Pour l'instant, il n'avait pas envie d'y participer. La vue était toutefois discutable. De l'autre côté de la cour intérieure étroite, avec ses rares arbres et son air de jeu déserte, se trouvait une maison identique, une jumelle. Mais comme un grand frère usé par le temps. La peau de béton gris était couverte de fissures. Les balcons étaient rouillés. La plupart des fenêtres étaient sombres, même pendant la journée. La maison semblait presque abandonnée, si ce n'étaient les rares lumières qui s'allumaient le soir. Les premiers jours, Lucas était occupé à déballer des cartons. Il rangeait méthodiquement les vestiges de son ancienne vie sur de nouvelles étagères. Il travaillait par intermittence. Il buvait trop de café soluble, bon marché. Il ne sortait presque jamais. Le soir, il s'asseyait dans un vieux fauteuil près de la fenêtre, posait sa tasse sur le rebord et regardait simplement. Il regardait le crépuscule s'épaissir sur Bruxelles. Comment l'asphalte humide reflétait les taches oranges des lampadaires. Comment la cour se vidait peu à peu. Et c'est alors qu'il l'a remarqué pour la première fois. Une fenêtre. Au 9e étage de l'immeuble d'en face. Juste en face de la sienne. Pendant la journée, ce n'était qu'un rectangle noir. Impénétrable, profond. Comme si derrière la vitre, il n'y avait pas une pièce, mais un morceau de ciel sans étoiles. Mais chaque soir, dès que le soleil se cachait derrière les toits, une lumière s'allumait. Pas une lumière chaude, pas une lumière réconfortante, une lumière jaune terne, malsaine, comme une ampoule sur le point de griller. Cette lumière n'éclairait rien, elle était simplement là. Au début, Lucas n'y prêtait pas attention. Qui n'a pas une vieille lampe? Mais peu à peu, cela devint un rituel. Le café du matin, un carré noir. La pause de midi, le même vide. Le soir, et voilà, la lueur jaune. Le 4e jour, il remarqua un mouvement. Quelque chose de sombre et d'allongé passa rapidement au fond de la pièce. Lucas plissa les yeux. Était-ce une illusion? Le lendemain soir, il attendait déjà. Et il vit à nouveau. Cette fois, la silhouette était plus nette. Quelque chose de long et de fin se balançait d'un côté à l'autre, comme un pendule. C'est le lustre qui bouge à cause du courant d'air, marmonna-t-il. Mais le mouvement était trop fluide, trop vivant. À partir de ce moment-là, ses pauses près de la fenêtre se firent plus longues. Parfois, une silhouette haute apparaissait, comme un poteau enfoncé dans le sol. Elle se déplaçait lentement, avec une grâce effrayante. Parfois, c'était quelque chose de large, de bas, qui roulait d'un endroit à l'autre. Il ne s'approchait jamais de la vitre. Il restait toujours au fond de la pièce. Et ils ne ressemblaient pas à des êtres humains. Leurs proportions étaient incorrectes. Leurs mouvements étaient saccadés.
Lucas sentit un frisson lui parcourir le dos. Il se disait « Arrête de regarder par les fenêtres des autres ». Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. C'était comme si un fil invisible s'étirait entre ses yeux et ce carré jaune. Il ne comprenait pas encore que ce n'était pas un fil. C'était une ligne de pêche. Et il avait déjà avalé l'hameçon. Une semaine s'écoula. Un soir, alors qu'il était assis dans son fauteuil, la grande silhouette s'immobilisa soudainement. Elle s'arrêta tout simplement. Puis elle se retourna lentement, directement vers la fenêtre, directement vers Lucas. Il ne voyait pas son visage, il ne voyait pas ses yeux, mais il sentait son regard sur tout son corps, froid, attentif, inhumain. Lucas recula brusquement, manquant de renverser son fauteuil. Son cœur battait à tout rompre. Il avait le souffle coupé. Ils savent. Cette pensée était assourdissante. Jusqu'à présent, il avait été spectateur. Désormais, il était devenu acteur. Il ne dormit pas de la nuit. Il croyait entendre des bruissements, des ombres dans les coins de la pièce. Et vers le matin, il entendit un bruit faible, un grincement, comme si quelqu'un faisait lentement glisser ses ongles sur du verre. Au 9e étage, aucun arbre ne pouvait l'atteindre. Le bruit continuait. Il fut accompagné d'un murmure à peine perceptible et un petit rire étouffé. Le matin, Lucas décida qu'il était en train de devenir fou. Mais l'après-midi, il trouva un papillon de nuit mort sur le rebord de la fenêtre. Un gros papillon gris, avec les ailes soigneusement arrachées. La fenêtre était fermée. Il ne l'avait pas ouverte depuis son emménagement. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un message. À ce moment-là, il ne savait pas encore qu'Élise avait vécu dans cet appartement avant lui et que son journal intime se trouvait toujours derrière le vieux placard. Après l'épisode du papillon, l'appartement cessa d'être un refuge. Il est devenu un poste d'observation. Et en même temps, une cage. Lucas n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Le logo d'une petite entreprise de café était bloqué au stade de l'esquisse. Les lignes ne lui obéissaient pas. Les couleurs se transformaient d'elles-mêmes en jaune sale et gris béton. Il a décidé de tout réorganiser. Éloigner la table de la fenêtre, créer une distance, un tampon. Le principal problème était le vieux placard lourd laissé par les anciens locataires. En bois, encombrant, il se trouvait dans un coin comme s'il n'avait pas été déplacé depuis des décennies. Lucas la poussa centimètre par centimètre à bout de souffle. Quand l'armoire finit par bouger, il découvrit derrière elle un morceau de mur décoloré et une fente au niveau de la plinthe. Un coin de quelque chose de blanc dépassait de là. Il s'accroupit, il tira dessus. C'était un cahier d'école à carreaux. 48 feuilles. Une couverture usée. Le bord légèrement déchiré. Lucas l'ouvrit. La première page était écrite d'une écriture féminine soignée. 12 septembre. Me voilà enfin installée. Un nouvel appartement, une nouvelle vie. C'est un peu effrayant de tout recommencer à zéro, mais je vais m'en sortir. L'essentiel, c'est que je suis enfin seule. Et la fenêtre ici est tout simplement magnifique. Il y a tellement de lumière. Je vais peindre près de la fenêtre. Lucas sentit un frisson lui parcourir la peau. Il tourna la page. 15 septembre. La maison d'en face est étrange. Grise, comme morte, une seule fenêtre est éclairée le soir, une lumière jaune, désagréable. Il s'assit directement sur le sol. Le nom dans la signature, Élise. Plus il lisait, plus son cœur battait vite. 20 septembre. Il me semble avoir vu du mouvement. C'est sûrement une illusion. 26 septembre. Ils sont bien là. L'un est grand, l'autre est un peu déformé. Ils bougent comme des marionnettes cassées. Je ne peux pas m'empêcher de les regarder. Lucas posa lentement le cahier, mot pour mot. La même chose. Il n'était pas fou. Il n'était pas le premier. 3 octobre. Aujourd'hui, le grand s'est arrêté et s'est tourné vers moi. J'ai senti son regard sur moi. Maintenant, j'ai l'impression d'être suivie. 10 octobre. Je vais essayer de les filmer. La note suivante a été écrite d'une écriture tremblante et irrégulière. 15 octobre.
C'était une erreur. Quand j'ai pointé l'objectif, la lumière s'est éteinte. Et pendant la nuit, quelqu'un a griffé le mur dans le couloir. Le matin, j'ai trouvé 3 profondes rainures. Et ma boucle d'oreille en argent avait disparu. Lucas se souvint du papillon, avec ses ailes soigneusement arrachées. Il lisait l'histoire de son propre cauchemar, mais écrite avant lui. Plus loin, l'écriture devenait de plus en plus chaotique. 25 octobre. J'ai compris. Ils ne vivent pas dans cette maison. Cette maison est une porte. Et la clé de cette porte, c'est l'attention. Plus je les regarde, plus ils deviennent réels. Ils se nourrissent de cela. Lucas déglutit. Je les ai appelés les veilleurs, les gardiens. 1er novembre. J'ai établi des règles. Suivait une liste numérotée. Lucas la lut lentement. Ne les regarde jamais, même du coin de l'œil. Ne leur laisse jamais comprendre que tu les vois ou les entends. N'essaie pas de les immortaliser. Pas de photos, pas de vidéos, pas de dessins. Ne parle d'eux à personne. Les mots leur donnent du pouvoir. Lucas s'est figé. Il avait enfreint presque toutes les règles, sauf la dernière. Il a tourné la page. Il y avait une seule inscription, 10 novembre. Les lettres s'étalaient. Trop tard. Maintenant, ils sont dans la pièce. Je ne les vois que du coin de l'œil. Il sourit. Le journal s'arrêtait là. L'appartement était devenu trop silencieux. Lucas était assis par terre, tenant le cahier, et comprenait. Il était déjà sur la même voie. Et à ce moment-là, son téléphone vibra dans sa poche. Mathieu eut. Le seul ami qui était resté à ses côtés après sa rupture avec Camille. « Allô ?» La voix de Lucas était rauque. « Tu es vivant ?» demanda une voix enjouée au bout du fil. « Je ne suis pas loin, je passe te voir. J'apporterai des pizzas. » Lucas voulait refuser. Règle numéro 4. Ne le dis à personne. Mais l'idée de passer une autre soirée seule était insupportable. « Passe me voir. » Une demi-heure plus tard, Mathieu était déjà à la porte, bruyant, énergique, sentant le parfum cher et la vie normale. Ils mangèrent la pizza directement par terre. Mathieu parlait de son travail, de sa nouvelle copine. Il riait. Et pendant un bref instant, Lucas crut que tout cela était le fruit de son imagination. « La vue depuis ta fenêtre n'est pas terrible, bien sûr, » dit Mathieu en désignant les rideaux. « Quand j'étais enfant, j'aimais espionner mes voisins. J'inventais des histoires. Un maniaque, une espionne. » Lucas se raidit. « Tu as ton propre maniaque ?» Il resta silencieux. « Luc, » dit Mathieu d'un ton grave, « que se passe-t-il » Et Lucas craqua. Il raconta tout. La lumière jaune, les silhouettes, le regard, le papillon, le journal intime. Il parlait de plus en plus vite. Et à chaque mot, il sentait l'air de la pièce devenir plus lourd. Quand il eut fini, le silence s'installa. « Écoute, » commença prudemment Mathieu. « Ça semble bizarre, mais le déménagement, le stress, le cerveau cherche un ennemi. C'est de la pareidolie, un jeu de lumière, de l'autosuggestion. » Il s'approcha de la fenêtre. Il tira brusquement les rideaux. La cour était vide en cette fin de journée. Dans la maison d'en face, la même lumière jaune était allumée. Mais il n'y avait aucune silhouette. « Tu vois ?» dit Mathieu, soulagé. « Il n'y a rien. » Lucas savait, il se cachait simplement. La présence d'une personne incrédule les gênait. Quand Mathieu partit, l'appartement devint pire qu'avant. Le silence devint pesant. Lucas s'approcha lentement de la fenêtre, et il vit. 2 personnes se tenaient dans la lumière jaune, une grande, une large, et entre elles, une troisième. Plus petit, plus mince, se déplaçant brusquement, par à coups. Ils étaient désormais 3. Lucas comprit. Il avait enfreint la règle. Il avait parlé, et leur avait donné plus de pouvoir. Eh bien, mesdames et messieurs, chaque maison, comme on dit, a ses gardiens, ses règles de vie. Alors ne soyez pas surpris si elles sont parfois étranges. Et si vous avez écouté l'histoire jusqu'à la fin, mettez un j'aime ou un smiley soleil.
Ainsi, nous saurons combien d'entre vous ont écouté l'histoire jusqu'à la fin. Nous nous reverrons, comme toujours, dans la prochaine histoire passionnante.